Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je travaille pour le cabinet SmartWiz. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable digitale. On est situé en région PACA, donc région sud maintenant. Et on travaille avec des clients à travers toute la France, puisqu'on propose à nos clients, à nos entrepreneurs, des outils digitaux qui leur permettent de suivre leur activité en temps réel, sans attendre le bilan une fois par an pour savoir où est-ce qu'ils en sont de leurs prévisions de chiffre d'affaires, leurs prévisions de dépenses, etc. Donc, c'est une plateforme qui permet d'être connectés avec leur compte bancaire professionnel, qui leur permet de nous envoyer leur facture d'achat par prise de photo ou par transfert sans avoir à nous déposer du papier. Et la plateforme leur permet également de suivre les notes de frais de leurs salariés, de faire leurs factures et leurs devis pour leurs clients, de suivre leurs règlements clients, de relancer leurs clients. Voilà. Donc, c'est une plateforme tout en un et le but, c'était qu'il n'y ait plus aucun échange de papier entre notre entrepreneur et notre cabinet, puisque c'est très chronophage pour les deux. Et le temps qu'on gagne grâce à cet outil, on l'affecte plutôt à du conseil, qu'on juge plus pertinent pour nos clients. Voilà, donc pour la présentation, donc moi je m'occupe du conseil pour la création des sociétés. Donc je suis Cécile Braciano, je ne vous l'ai même pas dit. Voilà. Et le sujet du webinaire aujourd'hui, c'était comment choisir son statut juridique quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Alors je vais vous partager mon écran. Hop, partager. Et là, normalement, vous devez voir ma présentation. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer si vous voyez bien le titre de la présentation? Oui, parfait. Super. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à parler parce que je ne vois pas vos caméras, donc n'hésitez pas à m'interrompre. La présentation, on va essayer de la tenir en à peu près 1 heure pour pas trop bousculer les plannings de chacun. Si vous avez des questions plus personnelles sur un projet personnel, n'hésitez pas qu'on repousse, qu'on en discute à la fin. Si c'est sur la présentation en elle-même, coupez-moi en cours de route pour pas perdre la question que vous aviez. Donc, ça va se dérouler en 3 temps principalement: la micro-entreprise, l'entreprise individuelle et les sociétés. L'association, si ça vous intéresse, je peux aborder ce sujet-là, mais si ça ne vous intéresse pas, on peut passer outre ce statut juridique-là. Donc, la première étant le statut de micro-entreprise. Donc, vous avez dû entendre aussi parler de auto-entreprise. C'est aussi un terme qu'on utilise. Donc, la micro-entreprise a un fonctionnement particulier, à savoir qu'on ne peut pas déduire ses frais réels. Donc, le micro-entrepreneur doit déclarer son chiffre d'affaires hors taxe, auquel il ne va pas déduire toutes les dépenses qu'il a dû réaliser pour pouvoir réaliser ce chiffre d'affaires. Donc, son chiffre d'affaires va être soumis à des cotisations sociales. Les cotisations sociales, ça sert pour sa protection sociale, c'est-à-dire sa santé, d'aller chez le médecin quand on est malade et d'être remboursé. Ça sert pour percevoir des indemnités journalières si jamais on a un accident du travail ou une maladie prolongée. Et ça sert, troisième volet, ça sert pour sa retraite. Donc, c'est ça que englobe les cotisations sociales. Donc, le taux de cotisation sociale pour un micro-entrepreneur varie de 12,8% à 22% selon le secteur d'activité. Donc, quelqu'un qui fait de l'achat-revente va avoir un chiffre d'affaires plus conséquent, mais au final, il a une marge plutôt faible. Donc, il va être à 12,8%. Et quelqu'un qui est en prestation de service va être à 22%. Donc, finalement, si vous réalisez 1 000 € de chiffre d'affaires ce mois-ci, vous savez que sur les 1 000 € perçus hors taxe, il y a 220 € qui vont partir en cotisation sociale, si vous êtes un prestataire de service. Et ensuite, ce chiffre d'affaires-là, il est également soumis à un impôt qui est l'impôt sur le revenu, puisque comme on est en entreprise, nous et notre entreprise, on ne fait qu'un. Donc, tout ce que perçoit notre micro-entreprise, c'est nous qui le percevons dans nos revenus. Donc, c'est imposé à notre impôt sur le revenu. C'est déclaré d'ailleurs sur notre déclaration d'impôt sur le revenu annuel dans une catégorie propre à la micro-entreprise, mais ça figure bien sur notre déclaration d'impôt sur le revenu. Et comme on ne peut pas déduire ces frais réels, l'État applique un abattement forfaitaire qui va de 34% pour quelqu'un qui est en prestation de service à 71% pour quelqu'un qui fait de l'achat-revente. Je vous remonte juste après en détail les taux d'abattement. Donc, pour que ça soit plus clair pour vous, si vous réalisez 1 000 € de chiffre d'affaires hors taxe, votre micro-entreprise va devoir payer entre 128 € et 220 € de cotisation sociale et va devoir en plus payer sur cette base-là de l'impôt sur le revenu diminué de l'abattement pratiqué par l'État.
Alors pour revenir à la micro-entreprise, vous avez dû entendre parler des plafonds, de chiffre d'affaires. Alors il y a 2 plafonds en réalité. Il y a un premier palier qui est le plafond pour être en franchise de TVA et le deuxième palier, c'est un plafond pour avoir le droit de rester dans ce régime micro-entrepreneur. Alors avant, il y avait un seul plafond, hein, qui existait, qui a été doublé, il y a 1 an ou 2, sauf qu'ils n'ont pas doublé le plafond de la franchise de TVA, donc c'était un peu un cadeau empoisonné. Est-ce que pour vous, c'est clair la franchise de TVA ou est-ce que vous avez besoin que je vous explique, ce que c'est? On peut faire un point. Pour le coup, je veux bien, une petite explication, Pas de souci. effectivement. Alors en fait, quand vous êtes, une entreprise ou une société, normalement vous êtes soumis à TVA. Ça veut dire que vous, vendez, une prestation par exemple. Vous vendez une prestation, vous voulez en toucher 100 €. Si vous voulez en toucher 100 €, il va falloir rajouter 20 € de TVA parce que c'est soumis à 20. Je vous fais un cas très généraliste parce qu'il y a d'autres taux de TVA qui existent, mais mettons qu'on soit sur 20. Donc si vous voulez que votre entreprise ou votre société perçoive 100 €, il faut facturer à votre client 120 €. Donc il y aura 100 €, c'est le montant hors taxe que garde votre structure, et il y a 20 € qui constituent la TVA que votre structure collecte, mais qu'elle doit reverser à l'État. Votre structure est un collecteur pour l'État. La contrepartie, c'est qu'au cours, du mois, vous allez faire, des dépenses pour fonctionner. Donc vous allez, devoir acheter, du matériel de publicité, du matériel informatique, payer votre loyer et cetera, et sur ces charges, sur certaines de ces charges, il y a de la TVA, donc que vous avez déjà payé en fait, à votre fournisseur et donc indirectement à l'État. Donc ce que l'État fait, c'est que régulièrement, donc ça peut être tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, c'est vous qui choisissez, vous devez déclarer votre TVA. Donc, il va falloir calculer combien de TVA vous avez collecté sur vos ventes, moins combien de TVA vous pouvez déduire de vos achats. Et la différence, ça donne la somme à reverser à l'État, ou alors que l'État doit vous reverser si vous avez plus dépensé qu'encaissé, mais c'est pas très bon signe en général. C'est clair pour vous ce fonctionnement de la TVA? On est collecteur pour l'impôt, mais on ne rend pas à l'État tout ce qu'on a collecté parce qu'on peut déduire ce qu'on a déjà payé au cours du mois pour nos achats professionnels. Oui, pour moi, c'est très clair. Du coup, je le vis, chaque mois, hein, du coup, on le fait Et mensuellement, oui. ouais. À vous, c'est mensuellement. Voilà, il y a plusieurs régimes qui existent, mensuel, trimestriel ou annuel. Mmh. Voilà, c'est l'entrepreneur qui décide au moment de la création. Et donc, il y a l'option franchise de TVA. En fait, c'est si on fait moins de 38 000 € de chiffre d'affaires par an, on peut demander, 36, pardon, on peut demander à être en franchise de TVA. Ça veut dire ne pas facturer de la TVA à ses clients, mais en contrepartie, ne pas pouvoir non plus en récupérer sur nos achats. Donc, ce qu'on doit payer à nos fournisseurs, c'est le TTC et ça nous coûte réellement le TTC. Bah, vous m'apprenez quelque chose, je croyais que c'était automatiquement, en franchise de TVA, en micro-entreprise. Alors, micro-entreprise, oui. Alors, en Ah société, d'accord, c'est ouais, une OK. option à faire. En Mmh. micro-entreprise, c'est automatique qu'on est en franchise. Voilà, Et d'accord, je vais vous montrer le plafond, juste après, les plafonds qui existent, parce que ça en dépend encore du secteur d'activité, bien sûr. d'accord. Et Voilà, pour les donc autres typologies de sociétés, le plafond de 38 000 € existe ou pas? oui, alors je vous dis 36, mais ça, c'est pour les prestataires de services. Pour ceux qui font de l'achat-revente, c'est un autre taux qui est juste après. Voilà, vous les voyez là, les taux. Mais le taux existe également. Et là, par contre, c'est une demande spécifique à faire d'être en franchise. C'est pas D'accord. automatique Alors, quand on se crée comme, pour la micro-entreprise. imaginons que pour une SAS, on soit, je sais pas, à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, la franchise de Oui. CVA peut se faire ou pas? Mmh. Non, parce que le plafond est calculé sur le chiffre d'affaires de l'année. Donc Oui, si vous faites Ça 5 millions de chiffre d'affaires, vous avez dépassé les seuils, de chiffre d'affaires, vous pouvez pas être en franchise de TVA. oui, il faut être en dessous, des 36, hein, c'est ça? C'est ça. Alors c'est 34 400 pour les prestataires de services Mmh. et c'est, 85 800 pour, les activités, de commerciales, donc achat-revente notamment. Donc ça, c'est le premier plafond. Alors il y a une tolérance de 10, c'est pour ça que je vous disais, 36, parce qu'il y a une tolérance de 10 une année sur 2, mais bon, restez, collés sur ce premier plafond-là. Et donc, micro-entreprise, de fait, vous êtes en franchise, donc vous démarrez votre activité en franchise. Si jamais vous atteignez ce seuil, il faut vous méfier parce qu'on passe à la soumission à TVA à partir du premier jour du mois de dépassement des seuils. Donc mettons que je fasse une facture, le 20 juillet,
qui me fait passer de 30 000 € de chiffre d'affaires à 35 000 € de chiffre d'affaires, et ben là, je vais être obligée de reprendre toutes mes factures depuis le 1er juillet pour rajouter de la TVA dessus. Donc, il faut bien se méfier quand on approche du seuil de 34 000 ou de 85 000, il faut bien se méfier et commencer à facturer de la TVA. Et ça, c'est le chiffre d'affaires. Ça, c'est le chiffre d'affaires de l'année. Donc, Donc, si je prends un exemple, globalement, on vend un bien 140 000 € oui, sur l'année. Donc, de base, le chiffre d'affaires va être à minima de 140 000 €, si on part c'est ça. sur le principe d'un bien. C'est ça. Aujourd'hui, on sera obligé d'appliquer de la TVA sur ces 145 000. Oui, sur la totalité. Vous ne pouvez pas dire jusqu'à 85 000, je ne facture pas de TVA, et puis le reliquat, je facture de la TVA. Ça ne marche pas. C'est sur la totalité du chiffre d'affaires. D'accord. Alors, vous, c'est Maxime qui Oui, parle, je oui. crois. Vous, Maxime, c'est particulier parce que c'est une question de TVA sur marge. Vous en Ouais. aviez discuté avec notre expert comptable. Ça, c'est vraiment spécifique et moi, je ne pourrais pas vous renseigner sur ça. Parce que typiquement, moi, les infos, c'est plutôt que j'avais de mon côté, c'était que il n'y avait pas forcément de plafond, dès lors que globalement, on souhaitait être en franchise de TVA, donc on n'avait pas de TVA sur marge. Mais à l'inverse, aucune TVA n'était déductible. Typiquement, les achats de travaux, les achats des artisans, etc. Par contre, on n'a jamais évoqué un plafond, parce que nous, le chiffre d'affaires mécaniquement sur de l'achat-revente, il est forcément plus gros que sur de la prestation de service. Parce que là, c'est une autre problématique, c'est qu'il y a certaines activités qui sont exonérées. C'est pas une question de franchise, c'est une question d'exonération. Par exemple, un assureur est exonéré de TVA, il ne facture pas de TVA. Quelqu'un qui fait de la formation n'est pas soumis à TVA, donc il ne va pas en facturer, mais il ne va pas en déduire non plus. Et vous, c'était ça votre problématique sur l'achat-revente de biens, c'était cette question d'exonération qui est différente de la franchise où là, on applique des plafonds. Ok. Mais c'est assez subtil et c'est un peu trop technique pour ma part et ça sera plutôt Amélie avec qui vous aviez échangé qui pourrait vous renseigner sur cette subtilité-là. Ok, merci. Je vous en prie. Du coup, voilà, retenez qu'il y a un premier plafond qui est le plafond de TVA, de soumission à TVA, et le deuxième plafond qui est le plafond du statut micro-entrepreneur. Ça veut dire que si on dépasse ce second plafond, alors là, on ne peut plus rester en micro-entreprise. Juste une parenthèse, c'est que ces plafonds-là sont à entendre sur un exercice de 12 mois. Donc, si jamais votre entrepreneur crée sa micro-entreprise en cours d'année, il faut bien qu'il proratise. S'il crée au 1er juillet, c'est divisé par 2 ces seuils-là. Et puis, on remet à zéro les compteurs à chaque 1er janvier. Donc, méfiez-vous du prorata, on y pense rarement. Donc, je vous disais, oui, vous ne pouvez plus rester en statut micro-entrepreneur si vous dépassez ces seuils. Alors, pareil, il y a une contre-règle. La contre-règle, c'est qu'on peut dépasser en fait une année sur 2. Donc, déjà, côté TVA, vous allez devoir être soumis à TVA à partir du 1er jour du mois de dépassement du seuil. Là, il n'y aura pas de tolérance. Par contre, pour le dépassement du plafond du statut micro-entrepreneur, il y a une tolérance en fait une année sur 2. Donc, première année, il ne faut pas dépasser. Donc, mettons que je sois un prestataire service, je remets juste les seuils. Je suis un prestataire de service, je crée ma micro-entreprise un 1er janvier 2020. Cette année, je fais 60 000 € de chiffre d'affaires, c'est bon, je suis en dessous des seuils. Année 2021, je fais 80 000 € de chiffre d'affaires. Alors là, j'ai dépassé mon seuil autorisé de 72 500. Pour l'instant, en 2021, j'ai le droit de rester au régime micro, parce que c'est une tolérance d'un an sur 2. 2022, je refais à nouveau 80 000 € de chiffre d'affaires. Là, ça fait une deuxième année consécutive que j'ai dépassé ce seuil. Donc, à la fin de l'année, les impôts vont considérer que je ne suis plus au régime micro, mais que je suis au régime réel et que je dois faire un bilan à la fin de l'année. Et automatiquement, ils me passent en entreprise individuelle régime réel. Si je ne l'ai pas anticipé moi-même en décidant de fermer ma micro-entreprise pour créer, par exemple, une société. Donc, vous pouvez conseiller aussi ça à vos entrepreneurs que vous suivez. C'est ce système de dépassement d'une année sur 2. Il faut jouer sur sa facturation en décembre, en fait. Si vous voyez qu'en décembre, vous allez dépasser une deuxième année le seuil, décalez votre facturation au mois de janvier de l'année suivante pour pas que ça soit comptabilisé, cet exercice-là. Vous voyez ce que je veux dire pour le plafond du statut micro-entrepreneur?
Oui, ouais, c'est clair de mon côté. Ouais. Pour vous? Alors, Ok. j'ai une question concernant l'activité artisanale. Oui. Est-ce que c'est une activité commerciale ou une prestation de service? Alors, artisan, je pense que je l'ai là. Artisan, ça va être Un pour peintre, un moi, maçon, un plombier. pour moi, ça c'est prestation de service, comme vous l'entendez. Oui, Oui, peintre, souvent dans les factures d'artisans, il y a de la revente de effectivement. marchandises. Oui. Alors pour les activités mixtes comme celle-ci, il faut retenir un plafond global de 176 200, celui-ci que vous voyez. Et par contre, il y a un plafond par activité aussi, qui est que la part de prestation de service ne doit pas dépasser 72 500. C'est-à-dire qu'à chaque chantier, il faut faire 2 factures. À pas faire 2 factures, mais vous pouvez tout faire sur une seule facture, mais il faut dans les règles, ça serait distinguer ce qui est de la prestation de service de ce qui est de la revente de marchandises. Et quand on fait sa déclaration de chiffre d'affaires mensuelle en micro-entreprise, eh ben, on va devoir saisir dans la colonne prestation de service le montant de chiffre d'affaires et vente de marchandises le montant de chiffre d'affaires. Dans les règles, c'est ça qu'il faut appliquer. Très bien. Voilà. Vous avez ensuite alors les taux de cotisation sociale dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on est en micro-entreprise, on est ce qu'on appelle travailleur non salarié. Donc, on cotise à la sécurité sociale des indépendants. Le taux de charge est de 22% du chiffre d'affaires pour les prestataires de services et de 12,8% du chiffre d'affaires pour les activités commerciales. Et ce dont on parlait, c'était l'ACRE, qui d'ailleurs ne prend plus qu'un C maintenant, qui permet de réduire de moitié quasiment ce taux-là pendant 1 an. Côté régime fiscal, donc il y a l'impôt sur le revenu. Donc, ce que je vous expliquais, c'est que vous ne pouvez pas déduire vos frais réels. En revanche, l'État applique un abattement sur votre chiffre d'affaires imposable qui est de 34% pour ceux qui sont des prestataires de services, ce qu'on appelle BNC, bénéfices non commerciaux, 50% pour les activités commerciales et 71% pour les activités d'achat-revente. Alors, il est possible, si on ne souhaite pas bénéficier de cet abattement, d'opter pour le prélèvement libératoire, qu'on appelle le prélèvement libératoire. Donc, première solution, c'est l'abattement. Je déclare mon chiffre d'affaires, il subit cet abattement et l'impôt sur le revenu est calculé sur le chiffre d'affaires moins l'abattement. Autre solution qui est le prélèvement libératoire, je déclare mon chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires ne subit pas l'abattement mais est soumis à un taux d'impôt sur le revenu fixe qui est entre 1% et 2,2% suivant le secteur d'activité. Là, vous l'avez sur la présentation. Donc, c'est un choix à faire entre les deux, sachant que malheureusement, le prélèvement libératoire, il n'est pas ouvert à tout le monde. Il y a des seuils de revenus du foyer à respecter, sinon on n'a pas le droit d'en profiter. Sinon, les plus hauts revenus pourraient avoir un prélèvement d'impôt sur le revenu à 2% sur leur micro-entreprise, alors que normalement, ils sont imposés, je ne sais pas, à 14 par exemple. Voilà, il y a un seuil au-delà duquel on ne peut pas opter pour le prélèvement libératoire. Est-ce que c'est clair pour vous la différence entre ces deux systèmes d'imposition sur la micro-entreprise? Est-ce que vous avez une idée du seuil Alors, je vais vous le pour le retrouver. prélèvement libératoire? Je vais vous le retrouver. Il me semble que quand on est célibataire, c'est 25 000 euros. Et quand on est en couple, c'est 50 000 euros. Je vous le retrouve tout de suite. Seuil libératoire. C'est ça. Alors, il faut que l'impôt, le revenu fiscal de référence de l'année N-2, qui est pris en considération, ne dépasse pas 27 500 euros pour quelqu'un qui est seul. Donc voilà, à peu près, je vous disais 25, mais c'est 27. Et pour quelqu'un qui est en couple, ça serait 55 000 euros qu'il ne doit pas dépasser. Après, il y a d'autres conditions. C'est couple avec 2 enfants. Alors là, qu'il y aurait 3 parts, 82 500 euros, etc. Mais bon, retenez grosso modo 27 000 euros quelqu'un qui est seul, 55 000 euros un couple sans enfants. Et si on dépasse ça, on ne peut pas opter pour le prélèvement libératoire. On est obligé d'opter pour l'imposition avec abattement.
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Alors, j'ai une dernière slide pour la micro-entreprise avant de passer à un autre régime, qui est la façon de créer sa micro-entreprise. C'est relativement simple par rapport à une société. Donc, il faut aller sur le site centre de formalité des entreprises de l'URSSAF ou sur guichetentreprise.fr. Sur ce site-là, on doit renseigner des informations sur nous, entrepreneurs, et sur son secteur d'activité, les options fiscales qu'on prend. Voilà, est-ce que je veux le prélèvement libératoire ou est-ce que je veux l'abattement forfaitaire? Est-ce que je veux déclarer mon chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres? Ça, ce sont des informations à remplir. Il n'y a pas besoin de faire de statut ni de dépôt de capital à la banque, hein, puisque c'est une entreprise, donc il n'y a pas de notion de capital. Et ce dossier est traité par le centre de formalité des entreprises de l'URSSAF qui nous attribue ensuite ce qu'on appelle un avis INSEE. Donc, c'est la pièce d'identité de la micro-entreprise sur lequel apparaît le numéro d'identification, d'immatriculation SIREN. Voilà. Donc ça c'est assez rapide, hein. Les formalités vous permettent d'obtenir votre avis INSEE généralement en 2-3 jours, c'est assez rapide. Et surtout, créer une micro-entreprise et la fermer, c'est totalement gratuit. Donc, hormis ceux qui dépendent de la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui auront une cotisation à payer à la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui est d'environ, pour les micro-entreprises, elle doit être dans les 70 € à peu près. Sinon, c'est complètement gratuit d'ouvrir puis fermer sa micro-entreprise. C'est pour ça que beaucoup commencent par une micro-entreprise parce que c'est des formalités simples, pas coûteuses et en plus qui ne demandent pas vraiment d'investissement en temps en termes de suivi fiscal parce qu'il n'y a pas de bilan à faire. Donc, il suffit de déclarer son chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres et puis bien garder bien sûr ses factures au cas où, mais il n'y a pas de bilan à produire chaque année. Donc, c'est un statut qui est relativement simple. À l'entreprise individuelle, donc ça reste une entreprise, mais cette fois-ci, on n'est plus au régime micro, mais on est au régime ce qu'on appelle réel, ou aussi déclaration contrôlée. Si vous en avez déjà entendu parler, ça peut aussi se dire comme ça. Et donc, on est toujours en entreprise. Donc, nous et notre entreprise, on ne fait qu'un. Hein, il n'y a pas de distinction de patrimoine, pardon. Il n'y a pas non plus de notion de statut. Alors, une parenthèse, c'est que si on veut protéger son patrimoine, il est possible de faire ce qu'on appelle une EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. À ce moment-là, il faut faire une déclaration d'affectation du patrimoine au moment où on crée son entreprise individuelle pour dire, bon, moi, voilà, j'engage dans mon entreprise, je sais pas, 2000 € et mon ordinateur et ma machine industrielle. Et je ne veux pas engager plus. Donc ça, c'est une possibilité de le faire au moment de la création si on veut protéger son patrimoine personnel. En tant qu'entrepreneur individuel, oui, vous êtes travailleur non salarié, encore une fois. Donc, vous cotisez à la sécurité sociale des indépendants, qui est un régime particulier de la sécurité sociale, qui d'ailleurs avant s'appelait RSI. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Ça avait très mauvaise presse et ils ont changé cela en début je crois que c'était en 2019 que ça a changé de fonctionnement pour avoir un interlocuteur unique qui s'appelle la SSI. Après, le taux de cotisation sociale n'a pas vraiment changé, ça reste environ 40% du bénéfice. Donc ça reste le même. Et donc, c'est bien important de noter qu'on a beau être à 40%, là, la base de calcul est le bénéfice. Alors que tout à l'heure, on était à entre 12 et 22%, mais c'était du chiffre d'affaires. Là, la base de calcul, vous le voyez, vous réalisez un chiffre d'affaires, vous pouvez déduire vos frais professionnels réels cette fois-ci, donc tout ce qui peut rentrer dans des frais professionnels, c'est tout ce qui est justifié par une facture au nom de l'entreprise, tout ce qui était justifiable, donc qui est nécessaire pour l'exercice de l'activité de l'entreprise, et tout ce qui aussi n'est pas somptueux. Donc, il ne faut pas que ce soit des dépenses trop élevées par rapport aux réels besoins de l'activité. Donc, une fois qu'on a déduit tout ça de son chiffre d'affaires, on obtient le bénéfice, et c'est sur cette somme-là qu'est calculé les cotisations sociales de la sécurité sociale des indépendants, et qu'est calculé l'impôt sur le revenu. Alors bien sûr que les cotisations sociales, dans ce cas-là, elles rentrent dans les frais professionnels. Ce n'était pas le cas en micro-entreprise, mais là, vos cotisations sociales, elles rentrent dans les frais professionnels, donc elles viennent diminuer le bénéfice. Est-ce que c'est clair pour vous ce schéma de l'entreprise individuelle qui diffère un petit peu de la micro-entreprise, puisqu'il y a cette notion de bénéfice qu'on n'avait pas avant? C'est clair pour vous? Alors, un point
de vigilance que je vous ai affiché ici pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu et pour les sociétés qui opteraient pour l'impôt sur le revenu, il faut absolument adhérer à un centre de gestion agréé ou alors avoir un expert comptable qui vous propose ce qu'on appelle le visa fiscal. Si vous n'avez pas ça, l'État va prendre votre bénéfice imposable, le majorer de 25% et ensuite calculer l'impôt sur le revenu. Parce que dans la logique administrative, c'est que vous avez fait votre compta vous-même, donc il y a forcément des erreurs, donc on majeure votre bénéfice. Alors ce 25%-là, il va changer, hein, il va passer à 20% en 2021, et ensuite je crois que 2022, ça va être 15, puis 10, et puis ça va venir à disparaître. Mais ça sera 20% en 2021. Donc attention à bien adhérer à ça. Il faut faire l'adhésion tous les ans avant le 31 mai. L'année de création de l'entreprise, il faut les faire dans les 5 mois suivant la création de l'entreprise individuelle. Sinon, après, ça sera trop tard pour l'année. Donc cette année, on aura le bénéfice majoré. Et en plus, le petit avantage supplémentaire, c'est que cette adhésion permet en plus d'obtenir une réduction d'impôt de 2/3 de ses frais de comptabilité. Voilà. Alors, un CG1, ça coûte une centaine d'euros par an à peu près, hein. Et en fait, leur travail, ça va être de vérifier votre bilan. Ils ne vont pas faire votre bilan, il faudra leur donner le bilan fait, mais ils vont le vérifier et le contrôler, le valider. Est-ce que c'est clair pour tout le monde de cette slide? Comment fonctionne la TVA dans ce statut? Alors, dans ce statut, la TVA, on y est soumis de fait. Donc, si on souhaite ne pas être soumis à TVA, il faut faire la demande de franchise de TVA au moment de la création. Et on se fera soumis au même seuil que la micro-entreprise, les 2 seuils qu'on a vus tout à l'heure, les mêmes plafonds. Mais là, il faudra faire la démarche au moment de la création pour être en franchise. Ça ne sera pas d'office. C'est bon pour vous? Très bien. Alors, pour revenir à ça, il n'y a pas de notion de séparation de patrimoine, il n'y a pas non plus de notion de fiche de paye, puisque tout ce que perçoit l'entreprise en bénéfice cette année est imposé cette année à mon impôt sur le revenu. Il n'y a pas d'optimisation possible, vu qu'on ne fait qu'un finalement. Donc les avantages de ce statut-là, c'est que ça va être aussi facile à ouvrir, aussi facile à fermer, rapide, encore que les sociétés, maintenant, c'est plus tellement long de les créer. En 2 semaines, on peut avoir sa société créée. Mais en tout cas, c'est pas très coûteux. Ça coûte une centaine d'euros, l'ouverture, la fermeture. Donc, ça reste raisonnable. L'inconvénient, c'est que si son chiffre d'affaires augmente, si son bénéfice augmente, on ne va pas du tout pouvoir optimiser ses impôts, puisque tout ce qu'on va percevoir en revenus, en bénéfice cette année, ça va être imposé cette année. Donc, aucune optimisation possible, ni du point de vue cotisation sociale, ni du point de vue impôt sur le revenu. Donc, c'est un régime qui va vite être limité pour cette raison-là. Plus notre chiffre d'affaires va augmenter, plus il va falloir se pencher vers la solution de société, où là, on peut vraiment jouer entre impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, entre rémunération et dividende. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous avez une question? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, pour ce qui est des étapes de création, donc encore une fois, il faut se rendre sur le site guichetentreprise.fr et créer son espace pour pouvoir créer son entreprise individuelle. Donc là, il y a un document qui s'appelle le P0 à remplir. C'est un document jaune et vert dans lequel on décrit les coordonnées de l'entrepreneur, date de naissance, etc. Le domaine d'activité, donc bien prévoir tous les secteurs d'activité qu'engloberont cette entreprise. Et ses options fiscales. Donc, options fiscales, est-ce que je vais être soumis à une TVA mensuelle ou trimestrielle ou annuelle? Est-ce que aussi je veux protéger mon patrimoine? Donc, il faut que je fournisse l'attestation de responsabilité limitée. Et là encore, il n'y a pas de notion ni de statut ni de capital à déposer à la banque, hein. Encore une fois, on ne crée pas une société, donc il n'y a pas de notion de séparation de patrimoine. C'est pour ça qu'il n'y a pas de capital à déposer. Donc, on fournit les pièces habituelles, donc pièce d'identité, justificatif de domicile, déclaration de non-condamnation. Ça remplace un extrait de casier judiciaire, hein. Et c'est une déclaration sur laquelle on donne le nom de nos parents et on certifie qu'on n'a jamais été condamné à ne plus pouvoir gérer de société. Voilà.
Et quand on a monté tout ce dossier-là, on obtient encore une fois son avis INSEE avec le numéro d'immatriculation SIRET à l'intérieur. Voilà, pareil, c'est une procédure qui est assez rapide et pas très coûteuse. Alors, du coup, on passe aux sociétés. Alors, la différence entre une société, je ne vais pas vous spoiler, la différence entre une société et une entreprise, c'est qu'une société, il y a nous, personnes physiques, et il y a notre société, personne morale. Et ce sont bien deux personnes distinctes avec deux patrimoines bien distincts. Donc, ce qui m'appartient à moi n'appartiendra pas à ma société. Ce qui appartient à ma société ne m'appartient pas à moi. Il faut bien distinguer les deux. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se servir de l'argent dans sa société sans rien déclarer. Il faut absolument faire soit une prise de rémunération, soit une prise de dividendes qui sont déclarées, soit on se rembourse des notes de frais qu'on avait avancées. Mais ce n'est pas comme une entreprise où on peut se servir de l'argent finalement, c'est mélangé. Donc, bien attention à ça, bien déclarer tout ce qui est pris sur la société. En société, donc, on va déduire ses frais réels, que ce n'était pas le cas en micro-entreprise, mais là, on déduit toujours ses frais réels. On cotise plus pour sa retraite, donc c'est aussi un avantage pour ceux qui croient en ce système de retraite, et on cotise encore davantage en SASU ou SAS. Je vous montre juste après un schéma qui va vous aider à comprendre. Autre avantage d'une société, c'est qu'on va avoir une meilleure crédibilité vis-à-vis de ses clients, qui pourraient être regardants, notamment si nos clients sont des institutionnels. Là, ils vont être très regardants sur le statut juridique. Pareil, pour répondre à des appels d'offres, il faut être en société, on ne peut pas être en entreprise, c'est rarement accepté. On va être plus crédible auprès de ses fournisseurs, qui auront moins peur de ne jamais être payés, donc ils auront plus tendance à faire confiance à une société. Et on va être plus crédible auprès des investisseurs, bien sûr, qui nous prêteront de l'argent. Autre avantage, c'est qu'on a la possibilité de se verser des dividendes, donc ça peut être intéressant fiscalement de prendre des dividendes plutôt que des rémunérations. Donc j'ai un schéma juste après qui va vous expliquer le fonctionnement d'un dividende, ça sera plus clair pour vous. Et dernier point, bien sûr, c'est que le gros avantage, c'est qu'on peut optimiser ses impôts, puisqu'on a deux types d'impôts en société, et on peut jouer entre l'un et l'autre suivant les taux qui s'appliquent. Donc le schéma, il est là. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux formes de sociétés qu'on aborde aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle l'EURL, qui est en fait la même chose qu'une SARL, c'est juste que EURL, on est seul, SARL, on est plusieurs associés. Et l'autre côté, c'est la SAS. Donc SAS à plusieurs, SASU si on est associé unique. Voilà. Mais sinon, retenez bien que EURL et SARL d'un côté, c'est exactement la même chose. SAS, SASU de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Et donc, ces deux sociétés-là, elles ont un schéma commun qui va être au milieu. Donc, vous voyez, on part d'un chiffre d'affaires. Alors, on raisonne toujours en hors taxe. La TVA, on ne la mêle pas à ça, puisqu'on perçoit la TVA, mais on la rend le mois prochain à l'État. Donc, vraiment, on raisonne toujours en hors taxe. Donc, on part d'un chiffre d'affaires hors taxe. On va pouvoir déduire tous ses frais professionnels comme on le faisait en entreprise individuelle. Mais là, il y a une notion supplémentaire qu'on n'avait pas avant, qui est la notion de rémunération. Donc, dans cette notion de rémunération, ça va être, je vous parle de la rémunération du dirigeant dans ces cas-là. On ne mêle pas les salariés considéraient que ça rentre dans vos frais professionnels. Je remets juste mes écouteurs. Voilà. Donc, considérez que la rémunération des salariés, ça rentre dans les frais professionnels. Donc, rémunération du dirigeant. Cette rémunération-là qu'aura choisi de prendre le dirigeant va être soumise à cotisation sociale. Et c'est là qu'on va voir la première différence entre les deux statuts. À savoir qu'en EURL, on est encore une fois travailleur non salarié. Donc, on cotise au régime des indépendants, donc la sécurité sociale des indépendants. Et notre taux de cotisation sociale va représenter 40% à peu près de notre rémunération nette. Ça veut dire que si ce mois-ci, j'ai fait 2 000 € de chiffre d'affaires et je veux m'en verser 1 000 € net dans ma poche, alors je vous dis net avant impôt sur le revenu, mais net dans ma poche, je sais que ma société, elle sort 1 000 pour moi, mais elle sort aussi 400 pour mes cotisations sociales. Cotisation sociale, c'est comme tout à l'heure, c'est santé, c'est indemnité journalière en cas d'accident du travail ou maladie, et c'est retraite. Ça englobe tout ça. Côté SAS ou SASU, c'est le seul régime, parmi ceux que je vous ai présentés aujourd'hui, dans lequel on est assimilé salarié en tant que président, en tant que dirigeant de la société. Donc, assimilé salarié,
on a la même protection qu'un salarié cadre. Et la seule différence avec un vrai salarié, c'est qu'on ne cotise pas pour le chômage. Quand on est indépendant, hein, on ne cotise pas, quelle que soit la forme juridique, on ne cotise pas pour le chômage. Donc dans ce cas-là, comme on est assimilé salarié, on va cotiser au régime général de la sécurité sociale comme tous les salariés. Et votre taux de cotisation sociale, là, est bien plus élevé. C'est le même taux qu'un salarié. C'est de 75% du salaire net. Donc si je prends 1 000 € net dans ma poche en rémunération ce mois-ci, je sais que ma société, en réalité, elle sort presque 1 800 €. Parce que c'est 1 000 pour moi et c'est 750, 800 pour mes protections sociales. Alors 75%, vous le retrouvez, comme je vous disais, c'est comme un salarié. Quand on est salarié, sur notre salaire, il y a eu 50% de cotisation sociale patronale et 25% de cotisation sociale salariale. Donc on retrouve ces 75% de cette façon. Alors c'est sûr que c'est un montant qui semble très élevé. Il se justifie par le fait que vous êtes mieux protégé en cas d'accident du travail ou maladie. Vous avez des indemnités journalières qui sont plus élevées. Et en plus, vous avez une retraite qui est bien plus importante. Donc, pour vous donner une idée, à rémunération égale, quelqu'un qui a été toute sa vie en SARL et qui a cotisé au minimum va avoir 2 fois moins de retraite que quelqu'un qui avait été toute sa vie en SAS. Voilà, parce qu'il aura cotisé quasiment 2 fois moins. Donc, un avantage de la SAS, si on s'arrête juste à cette étape, c'est qu'on cotise plein pot pour sa retraite, quel que soit son état de santé, puisque c'est le régime général. Donc, quel que soit son état de santé, on aura la meilleure protection sociale qui existe en termes d'indemnité journalière et en termes de retraite. Mais par contre, c'est un régime qui coûte cher. Côté SARL, on cotise peu. On peut cotiser à la carte, c'est-à-dire qu'on peut faire appel à des assureurs privés pour qu'ils améliorent notre protection, parce que nous, la retraite, on n'y croit pas trop. Par contre, les indemnités journalières, c'est vraiment important s'il nous arrive quelque chose, parce qu'on est seul, on n'a personne pour reprendre notre société. Alors là, on va plus investir peut-être dans sa prévoyance. Et à ce moment-là, vraiment, on fait sa protection à la carte. Et bien sûr que ces frais d'assureur rentrent dans les frais professionnels. Alors, il y a une certaine limite, mais ça, c'est l'assureur qui vous le dit, qui vous dit jusqu'à combien vous pouvez déduire dans son devis, mais ça rentre dans les frais de votre société. Donc voilà, avantage de l'URL, c'est qu'on cotise au minimum, donc on peut créer sa protection sociale à la carte. Inconvénient, c'est que comme on passe par un assureur privé, si on a des soucis de santé ou des antécédents, soit il ne voudra pas nous assurer, soit il nous fera payer bien plus cher que ce que finalement nous aurait coûté le régime général. Donc c'est à prendre avec des pincettes aussi. Une autre chose, quand vous êtes en EURL, SARL, il n'y a pas de fiche de paye. Il n'y a pas de fiche de paye à établir. Votre rémunération, là, on la déclare une fois par an, c'est au mois de mai-juin, dans la déclaration sociale des indépendants, où on déclare la rémunération de l'année précédente. Donc forcément, l'État qui ne connaît pas, l'État, je vous dis, la SSI, la Sécurité sociale des indépendants, qui ne connaît pas votre rémunération, va être obligé de vous appeler une somme forfaitaire, en tout cas la première année. Donc dès la première année, vous devrez payer des cotisations sociales tous les trimestres, même si vous n'avez pas pris de rémunération et même si vous n'avez pas réalisé de chiffre d'affaires. Donc il faut vraiment se méfier de ça. C'est qu'il faut être assez serein dès le début, dès le démarrage, avant de se lancer en EURL ou SARL. Il faut être assez serein de pouvoir payer ces cotisations sociales-là, qui s'élèvent à peu près à 1 000 € par trimestre la première année. Et si on a l'ACRE, ça sera environ 1 000 € par trimestre. Mais bon, il faut sortir cette somme-là. Et aussi, il faut se méfier, et c'est pour ça que le RSI avait une mauvaise réputation, il faut se méfier qu'il va y avoir une régularisation plus tard. Parce que l'État va se baser sur le fait que vous prenez, je crois que c'est 7 000 € de rémunération la première année. Donc, il vous appelle les cotisations sociales en conséquence. En mai de l'année suivante, vous déclarez votre rémunération. En septembre, il régularise ce que vous n'avez pas assez payé. Donc, c'est à ce moment-là que ça peut faire mal. Si vous aviez pris 30 000 € de rémunération et pas 7 000 que pensait l'État, il vous appelle la différence en cotisation sociale. Et c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs se sont fait piéger, c'est parce qu'ils avaient pris trop de rémunération et ils n'avaient pas mis de côté les 40% de cotisation sociale qui seraient à payer en fin d'année suivante. Donc, ne fuyez pas ce régime-là à cause de ça. Il faut juste être au fait de cette subtilité
Il faut juste être prévoyant sur sa trésorerie, savoir que si ce mois-ci je prends 1 000 € de rémunération, je mets de côté 400 € parce que je sais que mes cotisations sociales, je ne vais pas les payer tout de suite, mais je les paierai forcément l'année prochaine au plus tard. Côté SAS, par contre, il n'y a pas cette gymnastique à avoir, puisque là, dans ce cas-là, il y a une fiche de paye qui est établie chaque mois à partir du premier versement de salaire. Et donc, chaque fois que je prends une rémunération, je paye mes cotisations sociales en temps réel. Donc, si je ne prends pas de rémunération, je ne paye pas de cotisations sociales. Il n'y a pas ce système de forfait puis régularisation. Est-ce que déjà, au niveau de cette première étape-là, est-ce que c'est clair pour tout le monde la différence entre les deux statuts? Oui. Si je continue mon schéma, donc on partait d'un chiffre d'affaires hors taxe. On avait déduit vos frais professionnels, on déduit la rémunération que prend le dirigeant et donc les cotisations sociales que doit régler le dirigeant. Une fois que tout ça a été déduit du chiffre d'affaires, on obtient ce qu'on appelle le bénéfice brut. Donc ce bénéfice brut appartient à la société et donc doit être soumis à l'impôt de votre société, qu'on appelle impôt sur les bénéfices ou impôt sur les sociétés. Il y a plusieurs taux qui sont par palier, par plancher, pardon, comme l'impôt sur le revenu. Donc le premier plancher, c'est 15% d'impôt sur les sociétés. Ça, c'est jusqu'à 38 120 € de bénéfices. Ensuite, entre ces 38 000 € et 500 000 € de bénéfices, on est au taux à 28%. Et au-delà de 500 000 € de bénéfices par an, on est au taux de 31%. Ils ont sur la réglementation, ils voulaient optimiser ça, passer à 25% et 28%. On en est où? Exactement. Alors déjà, il y a 2 ans, le plafond des 28% a été rehaussé parce que normalement, c'était, il me semble, jusqu'à 75 000 € et c'est passé jusqu'à 500 000 €. Cette année, ils ont abaissé le taux de 33% à 31%. Et progressivement, ils modifient ça. Et l'idée finale, ça va être de faire un taux unique à 26%. Donc, les plus petits vont être pénalisés parce qu'ils n'auront plus ce taux à 15%. Voilà. L'idée, c'est ça. Alors après, ça peut changer. Si on change de quinquennat, ça peut aussi changer en cours de route, cette idée-là, mais ce projet-là. Mais pour l'instant, en tout cas, ces 15% devraient disparaître au profit d'un taux unique à 26%. Donc les plus gros sont avantagés, les plus petits vont être pénalisés. C'est pas terrible pour les petits, là. Voilà. On ne sait pas si ça va être maintenu. Mais donc pour l'instant, retenez ces plafonds-là. Retenez que c'est un système de plancher comme l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que vous faites, mettons, 60 000 € de bénéfices, et ben les 38 premiers 1 000 € sont à 15% et les 22% restants sont à 28%. C'est par un plancher, c'est comme votre impôt sur le revenu. Si vous avez fait 60 000 € de bénéfices, c'est pas 60 000 fois 28%, c'est vraiment par tranche. Et donc, une fois que votre société a payé son impôt, il reste une somme d'argent qui s'appelle un bénéfice net. Alors, attendez, je vais juste couper mon micro une seconde. Excusez-moi. Et donc, vous avez... donc, une fois que la société a payé son impôt, il lui reste son bénéfice net. Et le bénéfice net appartient à votre société. Elle n'appartient pas à vous en tant que personne. Si vous voulez le percevoir, il faudra vous verser des dividendes. Donc, à la fin de l'année, vous avez le choix de ces bénéfices, soit en laisser une partie en réserve pour plus tard dans la société, soit d'en percevoir une partie en dividende. Sachez d'ailleurs que vos réserves ne sont pas réimposées l'année suivante. On est imposé sur ces bénéfices de l'année, mais les réserves antérieures, on ne les réimpose pas à l'impôt sur les sociétés à la fin de l'année. Et donc, les dividendes, il y a une deuxième différence du coup entre les deux statuts, qui est qu'en EURL, SARL, ces dividendes-là vont être soumis à cotisation sociale auprès de la sécurité sociale des indépendants, donc 40%, et vont être soumis à l'impôt sur le revenu. Et donc l'impôt sur le revenu, il y a un abattement de 40% de la base imposable, puisque l'État considère que vos dividendes avaient déjà été ponctionnés de l'impôt sur les sociétés. Donc c'est pour ça que si vous versez 10 000 € de dividendes bruts, l'État, vous déclarez les 10 000 €, mais l'État vous impose sur une base de 6 000 €. Ils déduisent les 40% d'abattement. Alors, je ne veux pas trop vous embêter avec ça, mais il y a eu récemment une jurisprudence qui a décidé que l'abattement s'appliquerait aussi pour le calcul des cotisations sociales. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire, à voir si ça va s'appliquer, si ça va devenir une loi ou pas, mais pour l'instant, ça a été accepté une fois pour un cas.
Côté société, SAS SASU, les dividendes là sont très faiblement imposés, puisqu'ils ne subissent pas de cotisation sociale, ils subissent ce qu'on appelle la CSG-CRDS, qui est de seulement, entre guillemets, 17%, 17,2%. Et en plus, il y a l'impôt sur le revenu, pareil, avec un abattement ou avec le système de la flat tax que je vous explique juste après. Mais donc, en fait, pour résumer, quelqu'un en SAS, généralement, l'optimisation possible, ça va être de prendre une rémunération suffisante pour vivre au quotidien, pour s'assurer également une bonne retraite, puisque la retraite n'est calculée que sur la rémunération et pas sur les dividendes. Et aussi, on optimise un petit peu sa rémunération, histoire de faire baisser son bénéfice brut pour pas passer d'une tranche d'imposition sur les sociétés à l'autre. Une fois qu'on a pris une rémunération suffisante pour compléter tous ces critères-là, le reliquat, on va le prendre en dividendes parce que les dividendes sont très faiblement imposés. Ça, c'est le schéma d'une SAS. Quand on veut optimiser, on fonctionne comme ça. Côté EURL et SARL, on se rend compte que les dividendes coûtent relativement cher. Donc, généralement, on va plutôt aller maximiser sa rémunération pour baisser son bénéfice imposable et donc baisser l'impôt sur ses sociétés. Et les dividendes, on va généralement les éviter puisqu'ils coûtent bien trop cher, quasiment aussi cher qu'une rémunération. Je voulais juste continuer parce qu'il me reste encore quelques slides. Il y avait la slide sur les dividendes en SAS ou SASU pour vous expliquer une petite subtilité qu'il y a entre le barème progressif qui existait depuis un moment et la flat tax qui a été mise en place par le gouvernement Macron. Donc historiquement, les dividendes en SAS subissent la CSG-CRDS qui est de 17,2% et subissent l'impôt sur le revenu qui est de votre dividende brut moins abattement de 40% fois le taux d'impôt sur le revenu de votre foyer fiscal. Donc, mettons que vous perceviez 10 000 € de dividendes, vous déclarez 10 000, l'État vous impose sur 6 000 et multiplie ces 6 000-là par votre taux d'impôt sur le revenu de votre foyer. Le gouvernement Macron a mis en place la flat tax qui permet d'avoir un taux unique d'imposition à 30%. Donc, il se décompose en 17,2% de CSG et 12,8% d'impôt sur le revenu. Et les 12,8% d'impôt sur le revenu sont fixes, quel que soit le taux d'imposition de votre foyer fiscal. Donc, encore une fois, cette solution-là avantage les plus hauts revenus. Elle est avantageuse à partir du moment où, alors on a fait des simulations, à partir du moment où le taux marginal de votre impôt sur le revenu atteint et dépasse les 30%. Donc, ça veut dire que là, vous ne paierez jamais plus que 30% sur vos dividendes. Si vous êtes en dessous, n'optez pas pour la flat tax, vous allez plus payer, donc gardez le système progressif qui existait avant. Donc voilà, il faut garder juste cette notion en tête que sur les dividendes en SAS, au maximum, on paiera 30% d'impôt. Et on pourra peut-être payer moins suivant le cas qu'on choisira, mais au plus, on paiera 30% d'impôt. Et alors, ce système-là, en EURL, en SARL EURL, ça s'applique pour, là c'est ce que je mettais, pour les dividendes qui sont inférieurs à 10% du capital. Par exemple, vous avez mis 1 000 € de capital, jusqu'à 100 € de dividendes, vous êtes imposé comme ça, et au-delà des 100 €, là, vous allez être imposé avec les cotisations sociales qu'on a vues tout à l'heure juste ici. Voilà. Bon, ça, je ne vais pas trop vous embêter avec ça, c'est des subtilités. Retenez juste, en tout cas, que le taux maximum d'imposition des dividendes en SAS, c'est 30%. Et donc là, j'ai fait un petit comparatif entre les deux formes. Donc en SARL, les cotisations sociales, ce que je vous expliquais, c'est que c'était un système de forfait puis régularisation en année suivante. Donc il faut bien se méfier de sa trésorerie et il faut bien avoir confiance que même quand on n'a pas de rémunération, on doit avancer des cotisations sociales. Les calculs sont sur la base de votre rémunération et aussi de vos dividendes. Et enfin, c'est une protection sociale à la carte. Donc, on peut décider d'investir dans des contrats privés en plus. Alors, avant, ça s'appelait le contrat Madelin. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Donc, ça, c'est vraiment des contrats à la carte. En SAS, là, par contre, il n'y a pas de système de forfait. C'est chaque mois, si on a pris un salaire, on fait une fiche de paye. C'est une fiche de paye obligatoire qu'il faut déclarer tous les mois. Et on paye ses cotisations sociales sur sa rémunération uniquement. Donc, si je n'ai pas pris de rémunération, je ne vais pas payer de cotisation sociale.
Donc, c'est un régime qui coûte plus cher, mais qui est plus proche de celui d'un salarié cadre. Et quel que soit son état de santé personnel, on aura un très bon régime de protection, le meilleur régime de protection qui existe. Au niveau des avantages et des inconvénients, donc l'avantage de la SARL, c'est qu'on a un faible taux de charge et c'est très flexible, on fait sa protection comme on le souhaite. Et l'inconvénient, c'est que la couverture sociale de base est moins avantageuse. Donc on a beaucoup moins d'indemnités journalières en cas de maladie et on cotise beaucoup moins pour sa retraite. Et gros inconvénient pour moi pour ce régime, c'est de devoir avancer des cotisations sociales même quand on n'a pas de chiffre d'affaires. En SAS, l'avantage, c'est qu'on a un régime de protection proche d'un salarié cadre. Les dividendes sont faiblement imposés par rapport à la SARL. Par contre, on paye très cher nos cotisations sociales. C'est la contrepartie, parce qu'on a une bonne protection. Et pour les formalités de création, donc vous avez cette fois-ci une notion de capital à déposer, de statut à rédiger, parce qu'on on fait plus un avec sa société, il y a vraiment 2 personnes distinctes. Donc, il faut rédiger des statuts dans lesquels on fait apparaître quel montant de capital on dépose, quel est le nom de la société, quelle va être l'adresse du siège social, quel va être l'objet social de toutes les activités de sa société. D'ailleurs, pour le capital social, le minimum légal, c'est 1 €, mais pour une question de crédibilité, je ne vous conseille pas de mettre 1 €. Je vous conseille de mettre entre 500 et 2 000 € par associé. C'est quelque chose si vous pouvez vous le permettre, ou si vos entrepreneurs peuvent se le permettre, ça donne quand même un peu plus de crédibilité. Voilà pour ça. Et dans l'objet social, il faut bien essayer de tout prévoir un maximum d'activités qu'on veut réaliser, parce que si on doit modifier ces statuts plus tard pour rajouter une activité dedans, il va falloir repayer le greffe, il va falloir repayer l'annonce légale, il va falloir repayer la chambre des métiers si on fait partie de la chambre des métiers. Donc voilà, autant essayer d'être prévoyant. Donc votre projet de statut est donné à la banque avec un chèque du montant du capital, et la banque vous remet l'attestation de dépôt de capital. Donc cette attestation de dépôt de capital est jointe au dossier de création qu'on adresse au greffe. Donc il y a l'attestation de dépôt de capital, il y a les statuts, il y a la déclaration de non-condamnation dont on parlait tout à l'heure, il y a la déclaration des bénéficiaires effectifs. Ça, c'est nouveau depuis 2 ans, c'est pour lutter contre le blanchiment d'argent. Donc on doit déclarer tous les bénéficiaires de la société. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un formulaire qui s'appelle le M0 avec toutes vos options fiscales. Et je crois que c'est à peu près tout. Et donc les pièces d'identité des associés, etc. Le justificatif du siège social. On envoie ce dossier au greffe et le greffe nous remet ce qu'on appelle le CABIS, donc qui est la pièce d'identité de la société. Maintenant, comme on procède de façon dématérialisée, on arrive à avoir des CABIS parfois en 48 heures, parfois en 2 semaines. Mais avant, il fallait 1 mois et demi quand on était en papier. Donc on a quand même gagné beaucoup de temps sur ça. J'avais juste un dernier tableau comparatif à vous montrer avant de vous libérer. Hop, si vous pouvez me confirmer si vous voyez bien mon tableau. Oui. Ok. Oui. Alors, je vous avais fait un tableau comparatif pour tout mettre en une page pour que ça soit peut-être plus synthétique pour vous. Pour vous rappeler que on est travailleurs non salariés en entreprise, que ce soit micro ou régime réel, entreprise individuelle, et en EURL et SARL. Et il n'y a qu'en SAS, SASU qu'on est assimilé. Ou ce dont parlait Pierre, un cas très particulier de la gérance minoritaire d'une SARL. Voilà. Sinon, pour faire simple, c'est SAS, on est assimilé salarié. En termes de protection du patrimoine, on ne peut pas protéger son patrimoine quand on est en entreprise, de fait, et il est seulement possible si on veut de faire la démarche pour opter pour la responsabilité limitée. C'est le RL qu'il y a dans le tableau. Donc, c'est possible de faire une déclaration de limitation de responsabilité. Et en société, de fait, notre responsabilité est limitée aux apports. Ça veut dire que, sauf abus de bien social, ça veut dire que demain, notre société ne fonctionne pas, on s'est endetté auprès de la banque, on s'est endetté auprès de fournisseurs qui nous ont fourni du matériel mais qu'on n'a pas pu payer, et derrière, notre client qui nous avait passé commande n'a jamais donné suite. Là, si la société ferme, c'est vraiment clairement pas une faute de gestion. On ne va pas venir toucher à vos biens propres pour rembourser vos fournisseurs ou votre banque. Par contre, si c'est un abus de bien social, là oui, on pourra quand même toucher à vos biens, sauf la résidence principale,
Mais si c'est un abus de bien social parce que vous avez pris 30 000 € de rémunération par mois et qu'à la fin du mois, vous n'avez plus d'argent pour payer l'État ou vos salariés, là, clairement, c'est une faute, c'est un abus de bien social. Donc là, il n'y aura pas de miracle, même votre patrimoine personnel pourra être entaché. Vous avez un expert comptable qui est là justement pour vous mettre en garde et vous faire attention à ça. Optimisation fiscale, on ne peut pas en faire en entreprise puisque tout ce qui est perçu cette année en bénéfice est imposable cette année, donc on ne peut vraiment pas jouer sur ces impôts, alors qu'en société, on peut vraiment jouer entre ce qu'on prend en rémunération, ce qu'on laisse en réserve pour plus tard ou ce qu'on prend en dividende. Il y a vraiment un jeu entre les différents impôts qui peut s'établir. Taux de cotisation sociale, il est très faible en micro-entreprise, on a vu entre 12 et 22%. En entreprise individuelle, il reste faible, c'est 40% du bénéfice. En EURL et SARL, c'est aussi 40%, mais cette fois-ci, la base, c'est pas le bénéfice, mais la rémunération que le dirigeant choisit de se prendre, et aussi les dividendes qui sont imposés. Et en SAS, c'est un taux fort qui est de 75% de la rémunération nette qu'on choisit de se prendre. En termes de protection sociale et retraite, on a une protection sociale proche d'un salarié cadre quand on est en SASU, SAS. On va dire que la protection sociale s'est nettement améliorée en régime TNS quand même ces dernières années. On a une meilleure protection sociale, surtout en termes d'indemnité journalière. Et par contre, en micro-entreprise, on paye très peu cher, mais la contrepartie, c'est qu'on est très mal protégé en cas d'accident de travail, maladie longue, retraite. Voilà, c'est la contrepartie d'avoir un taux aussi faible. Et de toute façon, je ne sais pas si vous le savez, mais votre retraite est calculée sur vos 25 meilleures années. Donc, ce n'est pas parce que vous avez fait 3 ans en micro-entreprise que ça va vraiment entacher votre retraite à la fin de votre carrière. Au niveau des versements de dividendes, il n'y a pas de dividendes en entreprise, il n'y a pas cette notion ni de rémunération ni de dividende. Par contre, il y a une notion de dividende en société qui est nettement plus avantageuse en SAS puisqu'elle est faiblement imposée par rapport à l'EURL. Voilà. Restait à vous montrer. Alors ça, c'était pour vous expliquer, mais je vous ai déjà présenté le cabinet. Nous, en fait, on fait partie d'un cabinet ancestral, plus traditionnel, on va dire, qui s'appelle Adlink, qui existe depuis plusieurs années. Et on a lancé la marque SmartWiz en 2017, qui est en fait un cabinet digital où on teste de nouveaux outils, des nouvelles solutions, des nouveaux services pour nos clients. Et on a une ambiance assez jeune, assez dynamique et toujours penchée vers les nouvelles technologies qu'on peut proposer à nos clients. Donc, on n'existe pas depuis très longtemps la structure SmartWiz, mais en fait, on bénéficie de l'ancienneté de notre cabinet mère, avec un service juridique, un service social, un service gestion de patrimoine, un service courtage en assurance. Voilà, donc on est finalement une petite structure au sein d'une grosse structure. Et nos outils, alors si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer de la documentation sur ça, mais en fait, nos outils permettent de gérer banque, facturation, achat, caisse, etc. Ce dont je vous parlais au début, sur l'ordinateur et sur le smartphone. Et nous, notre mission consiste à vous accompagner au quotidien via la plateforme, mais aussi via un conseiller dédié, un collaborateur comptable. Il fait vos déclarations sociales, vos déclarations fiscales, les comptes annuels, bilan et les AG de fin d'année. Donc, on a essayé de proposer une mission globale. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Nos tarifs, donc c'est des tarifs à partir d'eux que je peux vous donner sans rentrer dans le détail. Donc, si vous avez besoin pour les entrepreneurs que vous suivez de tarifs plus précis, vous pouvez me demander parce que on prend en compte aussi le secteur d'activité, le niveau de chiffre d'affaires qui peut rentrer en compte dans la balance. Donc ça, ce sont vraiment des prix planchers qui ne s'appliqueront pas à tout le monde. Et finalement, sauf la création qui est pour une création simple qui est à 199 €. Si vous avez des problématiques d'associés, etc., on vous proposera plutôt un service personnalisé avec notre service juridique en interne. La création, c'est vraiment une étape importante qu'il ne faut pas rater. Et voilà, je vous ai mis mes coordonnées, mais je peux vous les redonner d'ailleurs. Si vous voulez me laisser vos coordonnées, je pourrais vous les redonner. Si vous avez des questions à me poser après le webinaire.